Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent du Ghana. Le président Mahama nomme un envoyé spécial auprès de l'AES. C'est notre sujet. Le président ghanéen John Dramani Mahama a pris un décret en date de ce mardi 21 janvier 2025 pour nommer un envoyé spécial auprès de l'Alliance des États du Sahel. Une déclaration faite par une source diplomatique qui nous informe donc de cette nomination, et c'est le militaire à la retraite Larry Glevolarte, qui est un ancien coordonnateur de la sécurité nationale du Ghana, qui est nommé à ce poste d'envoyé spécial du Ghana auprès des pays de l'Alliance des États du Sahel. On sait que depuis son élection le 7 décembre 2024, le président John Dramani Mahama, qui a repris le pouvoir au Ghana, a affiché sa proximité avec les pays de l'AES et son intention de collaborer avec ces pays sur plusieurs questions, notamment des questions sécuritaires, et son envoyé spécial, c'est justement un spécialiste de la question. Il vient d'être nommé selon donc ces sources diplomatiques. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par Credo Tété, un envoyé spécial pour le Sahel. Le Ghana a trouvé sa formule puis se rapprocher de ces pays de l'Alliance des États du Sahel. Non, je dirais que c'est dans l'ordre normal des choses, parce que vous allez voir que lorsqu'il s'était agi de l'Alliance des États du Sahel, l'aujourd'hui président John Dramani Mahama n'a pas manifesté une certaine antipathie. Donc il avait adopté, avant d'être encore président, il avait pris assez de gants pour se prononcer, pour aborder ces sujets-là. Et si on se réfère également à sa prestation de serment, on dirait que l'AES a envoyé son représentant honoré de sa présence, sa cérémonie officielle de prestation de serment ou de prise de pouvoir. Donc c'est dire que aujourd'hui il a pas totalement les mains liées, mais il doit faire un retour d'ascenseur, il doit envoyer un message assez fort au pays de l'AES pour dire, en fait, nous n'avons pas une posture assez braquée, mais nous pouvons développer des relations, pas seulement sur le plan diplomatique. Il y a des relations qui doivent être également vues sur le plan sécuritaire. Si on sait que le Ghana et le Burkina Faso sont des pays aussi frontaliers, parce que vous pouvez passer par le nord du Ghana pour aller au Burkina Faso, donc c'est que l'aspect sécuritaire va les réunir. Donc, ils seront obligés de discuter de ces questions-là. Mais en faisant ce choix stratégique de confier le dossier de l'AES à un de ses envoyés spéciaux, donc c'est dire que il y a une préoccupation à juste titre du sujet de l'AES aujourd'hui. Et si on considère même les fondements, bien les sous-bassements de l'AES, au début, ce regroupement avait une base uniquement militaire. Parce que c'est des régimes militaires qui sont issus de coups d'État, et ces régimes sont passés d'un régime militaire à un régime aujourd'hui qui tend vers un régime qu'on va légitimer sur le plan politique. Donc cette mutation aussi doit être comprise. Et le fait même que l'AES, les pays de l'AES aient dit, je crois que la date butoir c'est le 29 janvier, oui. Leur sortie de la CEDEAO va être actée. Le président ghanéen a juste voulu devancer et prendre des initiatives pour garder le contact avec ces trois pays qui sont des pays non seulement capitaux pour l'espace ouest africain, mais également pour le continent africain. Et l'engagement, si on interroge l'histoire du Ghana, donc le Ghana n'a pas eu les mêmes colons comme les États de l'AES. Donc c'est que le Ghana a aujourd'hui une marge de manœuvre assez forte, assez poussée. Donc c'est un choix politique que le nouveau président a fait, et je crois que ce n'est pas une mauvaise chose. Ça va permettre à ce que le cordon ombilical soit là
même si ces 3 pays sortaient de la CEDEAO, il peut y avoir d'autres couloirs de discussion qu'on pourra exploiter pour le bien de la région ouest-africaine. Merci beaucoup à vous. Credo Tété, Louis Kamako, le Ghana vient de nommer un envoyé spécial auprès des pays de l'Alliance des États du Sahel, une première, en attendant que l'on officialise ou bien qu'on aboutisse finalement au processus de retrait de ces pays de la CEDEAO de façon officielle. Credo l'a rappelé, la date c'est justement ce 29 janvier. Oui, celui qui vient, c'est un représentant spécial du président ghanéen de l'Union africaine chargé de la coopération antiterroriste. Et ça veut dire que c'était son précédent poste en fait. Donc ça veut dire qu'on est en train d'aller vers ce qu'on peut dire des red people in the red place and the red place. Wow. C'est-à-dire que la bonne personne à la bonne place et au bon moment. Je crois que la précision vaut certainement la peine parce que vous avez suivi tous ensemble ici en fait les démarches que les États de l'Alliance du Sahel ont effectuées envers le président ghanéen Mahama non seulement lors de son élection mais également lors de son investiture. On a dit que Ibrahim Traoré était à cette investiture. Le président malien n'y était pas. Après, il a envoyé un émissaire qui allait justement transmettre un message du gouvernement malien au premier dirigeant ghanéen. Le général Tiani n'y était pas non plus, mais il a pris soin de signifier à son homologue les raisons pour lesquelles il ne pouvait pas honorer de sa présence à cette cérémonie d'investiture. Donc ça veut dire que aujourd'hui, on a vu qu'avec la venue au pouvoir de John Mahama, les choses vont changer dans la lutte contre les attaques terroristes dans la sous-région. Et on le disait également que beaucoup de rapports ont prouvé que face aux attaques terroristes, face au terrorisme, le Ghana utilise ou use d'une politique d'autruche. Et donc aujourd'hui, avec l'arrivée de John Mahama, je pense que les choses vont se faire autrement. C'est en réalité, cette nomination pour moi, c'est un signal fort lancé à l'endroit en fait des terroristes aujourd'hui. C'est pour leur dire que qu'en soit ou bien que qu'en soit dans les pays quels que soient les pays où les attaques terroristes prospèrent, que ce soit au Ghana, que ce soit au Mali, au Niger, au Burkina Faso où les militaires sont au pouvoir, il n'y aura plus de cadeaux pour les terroristes. Donc ça veut dire que tous les présidents, tous les dirigeants aujourd'hui sont prêts à aller chercher les terroristes jusque dans leur dernier retranchement. Ça c'est bien avant même qu'on nomme un envoyé spécial. Ben, sauf que les choses n'ont pas été aussi claires et officielles que ça. Et parce qu'avec le président, l'ancien président Nana Addo Akufo, je pense que les choses ne sont pas aussi officielles et que la lutte se faisait peut-être en clan d'eau. Surtout qu'on nous dit que il y a des rapports qui ont également signalé que les terroristes ont la plupart du temps en fait se ravitaillent à la partie septentrionale du Togo qui est du Ghana qui est en fait frontalière avec le Togo. Donc aujourd'hui, je pense que les gens veulent former justement un roc sur lequel les terroristes viendront en fait se tomber, ou bien sûr un roc sur lequel les terroristes viendront cogner. Donc là, et pour y arriver, il faut certainement que les renseignements des pays, de tous les pays, en fait, soient au même degré d'information. Et c'est pour ça, selon moi, il y a eu cette nomination-là. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui se connaît dans ce domaine parce qu'on l'a dit que il était dans l'antiterrorisme. Et donc, il se retrouve dans sa matière. En tout cas, il est militaire. Il est militaire, justement, il est militaire. Il se retrouve dans sa matière et la collaboration avec les militaires qui sont au pouvoir sera facile, selon moi. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un message qu'on a envoyé, en fait, aux terroristes pour leur faire comprendre aujourd'hui qu'il n'y aura plus de demi-mesure pour eux et que tous les chefs d'État sont prêts à aller désormais de main forte. En tout cas, vont-ils aller dans le même sens, tous les chefs d'État? C'est la grande interrogation. On attend de voir quelle sera la réaction des autres pays de la CEDEAO après le 29 janvier, mais bien avant. Ce 21 janvier, le Ghana a décidé de nommer un envoyé spécial pour les pays de l'Alliance des États du Sahel. C'est donc
une décision prise par le nouveau président ghanéen, John Dramani Mahama, qui, comme je le disais, n'a pas caché sa volonté de collaborer avec les pays membres de l'AES qui quittent officiellement la CEDEAO à partir du 29 janvier. Oui, vous savez, ce qui se passe avec... ou du moins dans la sous-région, avec la question de l'AES est de plusieurs ordres. Il y a le volet politique et puis aussi il y a le volet économique. Vous n'êtes pas sans savoir que le Ghana est un pays côtier et il y a le port de Tema. Le Togo qui fait frontière avec le Burkina a aussi un port. De l'autre côté, la Côte d'Ivoire qui hésite encore à prendre langue avec les pays de l'AES, mais je crois qu'ils vont finir par se parler parce que le destin de ces différents pays-là sont liés. Nous avons pratiquement le même peuple et vous n'êtes pas sans savoir que le Ghana est en difficulté économique et financière. Donc le nouveau président a vite compris qu'il ne peut pas s'en passer des pays de l'AES pour faire prospérer les activités au port de Tema. Il comprend bien que les autres hésitent à prendre langue avec ces chefs d'État parce que on les accuse d'être arrivés par des coups d'État et que comme quoi ils ne sont pas légitimes. Mais au-delà des raisons politiques, il y a aussi et sécuritaires, il y a aussi des raisons économiques. Vous avez vu que ce conseiller spécial qui a été nommé est un militaire. Les militaires vont vite se parler et vont vite se comprendre. Donc le choix là aussi n'est pas un choix fait au hasard. Avant même de prêter serment, il a fait une tournée et lui il a déjà pris langue avec ces différents chefs d'État de l'AES et je crois qu'il entend continuer ces discussions et faire prospérer ou faire rayonner davantage les activités du Ghana. Et n'oubliez pas aussi que, je crois, Louis l'a effleuré tantôt, que le Ghana jusqu'à récemment était accusé de servir de base arrière ou de refuge donc pour ces terroristes-là, même si le Ghana ne s'est pas officiellement prononcé sur la question, mais il y a des informations qui faisaient état de cette situation-là. Donc voilà la réalité sur le terrain. Ce n'est pour rien. Je crois qu'on va revenir là-dessus, que le Togo aussi a jeté le pavé dans la main la fois dernière en disant qu'il est favorable à une entrée dans l'AES. Si jamais l'AES continue son chemin, je crois que la CEDEAO à un moment donné va parler avec l'AES et voir dans quelle mesure établir une coopération parce que ça fait 3 pays et ça fait beaucoup de population. Les autres pays ont besoin du marché des pays de l'AES pour leurs activités et l'AES aussi a besoin des autres populations des pays de la CEDEAO pour leurs activités. Donc ils sont tenus, ils ont un destin lié, ils sont tenus de se parler et je crois que ceux qui se manifestent en premier seront les mieux servis. Le Ghana a vite compris, c'est pour cela il a commencé par prendre langue ou du moins prendre les décisions qu'il faut pour que rien ne lui échappe. Vous me faites une bonne transition pour aborder la deuxième partie de ce sujet, c'est cette ascension ou bien cette percée qu'on note au niveau de l'AES. Il y a de cela quelques jours, le ministre togolais des Affaires étrangères a annoncé cette possibilité que le Togo envisage de
d'adhérer à l'Alliance des États du Sahel, une possibilité. Il dit que ce n'est pas exclu, en tout cas que le Togo, en tout cas, adhère à cela. Et dans quelques jours, ou bien quelques jours après, c'est le Ghana qui nomme un envoyé spécial. Je précise que pour ce titre, en tout cas, c'est le premier pays à nommer un envoyé spécial pour l'AES, le pays de la sous-région ouest-africaine à le faire. Pourquoi autant d'intérêt pour l'AES, alors qu'on sait que le délai pour que l'AES quitte la CEDEAO, c'est le 29 janvier. Y a-t-il quelque chose qu'on ne dit pas ou qu'on devrait déjà commencer par lire au-delà de ce qui se dit officiellement? 29, que va-t-il se passer? Que va-t-il advenir de la CEDEAO? C'est la question que j'ai bien envie de vous poser, Credo. Non, je dirais le 29 janvier, c'est demain. Le 29 janvier, c'est demain. Donc, les États de l'AES vont acter leur sortie de la CEDEAO. Donc, ça fait 15 pays, encore moins 3. Donc, ça va rester, disons, 12 pays. Donc cela, je crois que c'est sur le plan économique. Thierry a abordé l'aspect économique, mais l'aspect économique est très important parce que ces 3 pays représentent, disons, un très bon taux en termes de commerce, en termes d'activités génératrices de revenus, avec un réjaillissement sur nos économies dans tout l'espace CEDEAO. Maintenant, si ces 3 pays sortaient et actaient, bon, ils sont déjà sortis, donc c'est... ça sera officiellement acté le 29. Non, c'est la messe de Requiem qui sera dite le 29 janvier prochain. Donc, c'est que la CEDEAO sera, disons, un peu amochée. La CEDEAO sera un peu amochée. Il faut avoir le courage de le dire. Est-ce maintenant, disons, cela qui interroge certains États ou certains pays stratégiques qui sont dans leur situation géographique sont assez proches de ces États à nouer des relations. Avant même qu'on ne parle du Ghana, vous avez vu les appels de phare du Bénin. Envers le Niger. Ce sont des appels de phare. Et il vous en souvient également que lorsque ces coups d'État étaient survenus dans ces pays, c'est le Togo qui jouait le rôle tampon, parce que le Togo n'avait pas une position assez intransigeante, et je crois que cela a payé aujourd'hui pour notre pays. Cela a payé parce que le Togo voulait toujours arrondir les angles, et la posture du chef de l'État togolais, c'était de ne pas prendre des sanctions dans la colère ou bien dans la dans la précipitation. Il faut toujours prendre langue avec ces États. Et il a été incompris par certains de ses pairs de la CEDEAO. Mais quand nous voyons aujourd'hui la situation, et il nous en souvient également, Guillaume, que lorsque les autorités de la CEDEAO, notamment les anciens généraux du Nigeria, avec une délégation de haut niveau, voulaient prendre langue avec le général Tiani, donc il s'était cogné à un mur. Donc il a fallu que le Togo fasse le cordon ombilical avant même qu'il ne puisse descendre au niveau de Niamey. Maintenant, il faut également, lorsque on veut faire la corrélation avec la posture aujourd'hui du ministre des Affaires étrangères togolais, Monsieur le professeur Robert Doucet est, disons, est un fan d'Assimi Goïta, parce qu'il a eu à cheminer avec lui, et la plupart des discussions, même pour le compte de la CEDEAO, le professeur Doucet sait ce qu'on peut appeler l'économie des échanges ou bien du dialogue. Donc c'est une posture qui aujourd'hui est avec tout ce que le Togo même a fait. Ce n'est pas exclu. Et là, il faut aussi nuancer. Le professeur Robert Doucet n'a pas dit que le Togo va adhérer à l'AES, mais il a parlé en termes de possibilités, et il a dit que la décision reviendrait au chef de l'État togolais. Donc c'est dire que la décision n'est pas encore prise, mais le Togo, étant une terre d'hospitalité, essaie d'arrondir toujours les angles, et c'est ce qui fait également notre force, notre particularité. Est-ce que c'est possible que le Ghana aussi annonce dans les jours à venir qu'il envisage la possibilité d'adhérer à l'AES à cette allure? Parce que finalement tout le monde court vers l'AES. Non, c'est pas que tout le monde court vers l'AES. Donc est-ce qu'un État
est-ce que les États de la CEDEAO, du moins ceux qui sont un peu proches de ces États, est-ce qu'on peut se passer du Mali, du Niger et puis du Burkina? Non, on ne peut pas. Si nous prenons même le grand marché de Lomé, si vous allez même au grand marché d'Accra, vous allez voir ces Maliens, ces Burkinabés, ces Nigériens qui tiennent des activités qui génèrent beaucoup de sous et qui font que l'économie ghanéenne est en train de bouger. Mais est-ce que pour les beaux yeux d'une CEDEAO politique, on va vouloir se séparer de ces États? Non, donc je crois que aucun dirigeant assez lucide ne voudra pas prendre des mesures qui vont essayer de plomber son propre développement. Donc il peut y avoir beaucoup de choses. Ça peut être une transition également à ce que des États prennent leurs responsabilités à un certain moment pour dire nous épousons l'idéologie de l'AES. Et je le disais tantôt, l'AES au début était AES militaire. Mais aujourd'hui, ça prend une posture non seulement politique, mais on parle également de développement. Et on insinue, ce qui est sous-caché, c'est qu'on veut s'affranchir du colon que nous connaissons tous. Merci beaucoup à vous, Credo Tété. Louis Kamako, le ministre togolais des Affaires étrangères, a annoncé cette possibilité pour le Togo, que le Togo n'exclut pas en tout cas, d'adhérer un jour à l'AES. Et quelques jours après, c'est le Ghana qui nomme un envoyé spécial. Je rappelle que c'est une première dans la sous-région envers ces pays. Que faut-il y comprendre? Pourquoi cet intérêt pour les pays de l'AES alors que ces deux pays dont je parle, le Togo et le Ghana, sont restés membres de la CEDEAO que les pays de l'AES quittent officiellement ce 29 janvier. Que se passe-t-il réellement? Non, ce qui se passe, c'est que nous sommes en face d'une institution aujourd'hui qui est concrète dans ses actions. Et une institution qui affriole, qui attire, qui impressionne de par l'engagement de ceux qui justement dirigent ces pays-là à libérer de l'AES en fait. Je parle de l'AES, du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Je parle de ces militaires qui sont à la tête de ces pays, qui sont dévoués justement à se libérer du joug néocolonial en fait. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui, parce que quand vous voyez la manière dont ces militaires gouvernent, quand vous voyez les décisions courageuses qu'ils ont eu à prendre justement, quand vous voyez que mine de rien ils ont demandé le départ des armées étrangères, et à l'époque les gens pensaient que le départ de ces armées là sera justement un chaos pour ces trois pays respectifs. Je crois que aujourd'hui on ne peut que s'applaudir, on ne peut que justement devenir admiratif de ce qu'ils font. Donc je pense que c'est des choses aujourd'hui qui encouragent les autres États qui hier étaient tous cloîtrés dans un espace comme on appelait la CEDEAO, parce que les trois pays étaient justement membres de la CEDEAO et ils ont compris que l'institution en soi n'existait que de nom et qu'il fallait à un moment donné sortir de la tête de l'eau pour proposer autre chose à la population. Et donc c'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, et quand ils le font, ils restent également attentifs en fait au peuple qu'ils gouvernent. Ouais, ça, c'est de leur côté. Mais voilà. Là, qu'est-ce qui explique que ces 2 jours le Togo affiche un certain amour pour non mais c'est seulement on sait que le Togo c'est très proche permettez que je termine et que le Ghana quelques jours après nomme un envoyé spécial. Je sais bien de quoi je parle quand je rappelle qu'un envoyé spécial ce n'est pas n'importe qui, c'est un envoyé spécial pour un pays auprès de l'AES. Ce n'est pas quand même anodin en quelques jours que ces 2 pays manifestent cet intérêt, alors qu'on sait que ces pays quittent la CEDEAO à partir du 29. Est-ce qu'il ne faut pas lire au-delà des lignes? Ouais, ce qu'il faut lire, c'est ce que je disais, c'est ce qu'ils ont compris, que la CEDEAO n'existe que de nom, que la CEDEAO n'arrive pas à répondre aux aspirations profondes en fait des peuples africains. Et donc ils n'ont pas dit qu'ils quittent la CEDEAO. Je parle du Ghana et du Togo. Ils n'ont pas dit qu'ils quittent la CEDEAO. Mais le Ghana et le Togo ne quittent pas la CEDEAO. Mais quand vous les voyez plus proches en fait des États qui ont quitté la CEDEAO, ça veut dire qu'ils sont avec eux.
il y a un adage qui dit quand vous n'êtes pas avec nous, vous êtes contre nous. Et souvent on le dit, les oiseaux, il n'y a pas possibilité qu'on soit en vol ensemble. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité qu'on soit de la CEDEAO? Non, je ne pense pas. Et sur cette question, je crois avoir été clair. Donc vous insinuez que très prochainement le Togo va quitter la CEDEAO, que le Ghana va quitter la CEDEAO? La probabilité est forte aujourd'hui pour le Togo de quitter la CEDEAO. Voilà, justement. Tout simplement parce que... Je viendrai à vous, Thierry. Deux institutions qui ont des idéologies différentes. C'est de ça qu'il est question. Pourquoi ces États-là ont quitté la CEDEAO? C'est justement parce qu'ils ont compris que la CEDEAO n'arrive pas à répondre aux aspirations des peuples et que l'institution même serait sous la coupole d'un État étranger. Et donc aujourd'hui, les démarches, en fait, la logique, elle est claire. On ne peut pas être membre de la SCE et en même temps être membre de la CEDEAO. C'est pourquoi je dis que les deux antipodes sont, les deux institutions sont aux antipodes. Merci beaucoup. Donc ce qu'il faut lire au-delà des lignes, c'est que bientôt le Togo va quitter la CEDEAO, bientôt le Ghana va quitter la CEDEAO. Vous me direz des nouvelles. on observera. Avant de revenir à vous si possible, Thierry Afanouke, que faut-il comprendre avec cet intérêt en ces derniers jours pour ces États de l'AES qui sont normalement censés couper le pont avec les pays de la CEDEAO à partir du 29? Oui, je crois que je l'ai dit que l'intérêt ou les intérêts sont multiples. Il y a un intérêt politique, il y a un intérêt sécuritaire, il y a des intérêts économiques et voilà, géopolitique aussi. Vous savez, je crois que cette crise-là doit amener les dirigeants de la CEDEAO à penser à la refondation de cette institution, si je peux m'exprimer ainsi. Et je m'explique, parce que la CEDEAO est trop politique. Quand la crise, ou du moins il y a eu ces successions de coups d'État, la posture de la CEDEAO dans la résolution de ces crises-là ont coûté ou ont failli créer des problèmes à certains États membres, notamment le Bénin, pour avoir pris des positions, des postures contre les poutistes. Et quand le problème du pipeline, du gazoduc, du pipeline s'est posé, vous avez vu comment le Niger a tenu tête au Bénin. Malheureusement, la CEDEAO n'est pas venue au secours du Bénin pour résoudre ce problème-là. Il a fallu que le Bénin, avec un peu de recul et le concours des anciens présidents Yayi Boni et Soglo, pour décanter la situation. Donc, il ne faut pas seulement aujourd'hui que la CEDEAO soit que politique, il faudrait qu'elle soit aussi économique pour que dans les prises de décision, elle soit en mesure de faire la part belle des choses. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.